Voilà, nous allons donc commencer. Bonjour à toutes et tous. Au nom de Retraite Populaire, je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre webinaire Prêt et rénovation énergétique. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélien Clausel, responsable du secteur énergie durable auprès de Retraite Populaire. Bonjour. Pour ma part, mon nom est Valentine Tornard, conseillère pour la clientèle privée au sein de Retraite Populaire. L'an dernier, le peuple a voté et approuvé la loi sur l'approvisionnement du pays avec des énergies renouvelables. Ce texte de loi vise à valoriser la transition énergétique. Il va sans dire que le sujet de la rénovation énergétique prend toute son importance et c'est pour cette raison que Retraite Populaire a décidé de dédier un nouveau webinaire à ce sujet. Voici donc les quelques points qui seront abordés aujourd'hui. Déjà, pour commencer, quelques chiffres sur les émissions de CO2 et la transition énergétique. Ensuite, les 6 étapes à suivre pour une rénovation. Les solutions pour financer les travaux. Nos avantages pour une solution hypothécaire auprès de Retraite Populaire, ainsi que notre offre hypothèque verte. Tout d'abord, quelques mots sur Retraite Populaire. Qui sommes-nous ? Donc, Retraite Populaire a été créée en 1907. Nous sommes donc une institution de droit public, entreprise vaudoise sans but lucratif. Nous avons des valeurs qui nous sont chères, telles que l'efficience, la fiabilité, la proximité et la responsabilité. De plus, on aime à rappeler que tous nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission. Vous avez donc l'assurance d'avoir un conseil neutre et adapté à votre situation, qui rejoint un petit peu notre but et notre mission, qui est de faciliter l'accès à la prévoyance pour tous. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec Aurélien. Je te laisse donc la parole. Merci Valentine pour cette entrée en matière. Donc quelques chiffres pour commencer. Le bâtiment, on distingue ménages et services dans le secteur du bâtiment, représenté en 2022 environ 23% des émissions intérieures de la Suisse. C'est un des secteurs les plus émetteurs avec l'agriculture et le transport. La loi sur le climat et l'innovation qui a été approuvée par la votation populaire du 18 juin 2023 a ancré l'objectif de net zéro d'ici 2050. Donc c'est l'équilibre du bilan des gaz à effet de serre intérieur de la Suisse, ainsi qu'un objectif intermédiaire pour 2040. Et donc, suite à cette votation, en janvier 2025, le Conseil fédéral a entériné un nouvel objectif de baisse des émissions de moins 65% par rapport au niveau des émissions de 1990 pour se calquer sur cette votation populaire, sur la nouvelle loi sur le climat et l'innovation. Il y aura ensuite un projet de révision au Parlement et en complément de ce nouvel objectif, la stratégie climatique de la Suisse à long terme a été complétée. Et donc entre 1990 et 2022, c'est une réduction de presque 44% des émissions du bâtiment qui a été enregistrée, malgré l'augmentation des surfaces de plus de 46% sur la même période, et donc qui va dans le sens des objectifs de 2035. Néanmoins, l'effort doit quand même être soutenu pour atteindre l'objectif de neutralité en 2050, ce qui nous amène à la prochaine slide. Donc l'efficacité et le bilan carbone des nouveaux bâtiments s'est largement amélioré grâce aux nouvelles normes qui imposent une meilleure isolation thermique, le recours aux énergies renouvelables. Mais en ce qui concerne le parc immobilier existant, le taux d'assainissement reste bas. Actuellement, il est proche de 1%. Et ce taux d'assainissement, pour arriver à l'objectif que la Suisse s'est fixé d'ici 2050, devrait augmenter à environ 3%. Les principaux leviers d'action pour réduire les émissions d'un bâtiment sont une meilleure isolation de l'enveloppe ou des fenêtres, donc travailler sur les besoins du bâtiment. Des installations techniques comme la ventilation ou le chauffage plus efficients. Et puis le passage du fossile au renouvelable, avec par exemple l'installation de pompes à chaleur ou de panneaux photovoltaïques.
Et le graphique qui est présenté là montre que le système de chauffage, c'est un enjeu majeur aujourd'hui dans le bâtiment existant pour réduire les émissions, parce que plus de 50% des chauffages sont encore aux énergies fossiles. Alors, lorsqu'on souhaite entreprendre des travaux de rénovation et obtenir des subventions pour celles-ci, il y a 6 étapes à respecter qu'on va détailler. Je vais vous détailler lors de ma présentation. Donc, la première étape, c'est d'abord de solliciter un conseil énergétique. D'abord parce que la plupart des demandes de subventions nécessitent la réalisation d'un CECB ou d'un CECB+. Voilà, on vous recommande aussi de faire appel à des spécialistes qui permettent ça permet de mieux définir votre projet. Donc il y a soit la réalisation d'un CECB qui vous donnera la classe énergétique de votre logement, et puis des renseignements sur le potentiel d'amélioration énergétique. Il est par exemple obligatoire quand on remplace un chauffage existant par un système au mazout ou au gaz, ou quand on veut vendre son bien. Mais le CECB+, permet d'aller plus loin. Donc il donne une liste concrète de toutes les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique qui peuvent être faites. Il y a une priorisation de ces mesures avec l'élaboration de différents scénarios. Le prestataire évalue aussi l'investissement nécessaire et il y a un calcul des économies sur les frais d'exploitation. Donc ça vous permet d'avoir un conseil neutre et professionnel dans le choix des mesures de rénovation. À titre d'exemple, voilà, un CECB pour une villa, c'est entre 850 francs et 1000 francs. Un CECB+, on parle d'un montant d'autour de 2500 francs, mais le CECB+, est également subventionné et vous pouvez toucher jusqu'à 1000 francs de subvention. Et si votre projet ne concerne que la production de chauffage, vous pouvez vous orienter vers un nouveau programme qui s'appelle Chauffer Renouvelable, qui est un conseil gratuit qui vous donnera une orientation sur le système qui est le plus apte à être installé chez vous, avec une estimation des coûts également. La deuxième étape, c'est de demander des offres à des entreprises et les autorisations communales. En fonction du projet, il faut demander, comment dire, il y a lieu à demander des offres comparatives à des professionnels du bâtiment. Et puis, il faut s'assurer également que le matériel utilisé est conforme aux conditions d'octroi des subventions. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander à plusieurs entreprises, comparer les devis pour faire son choix en toute connaissance de cause. Alors, certains travaux ne sont pas soumis à autorisation, comme l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Il faut simplement effectuer une annonce à votre commune. Mais d'autres travaux peuvent nécessiter une demande d'autorisation. Et donc, une fois que vous avez présenté votre demande à la municipalité, c'est cette dernière qui va décider s'il faut une autorisation simplifiée ou si cela nécessite une mise à l'enquête complète au niveau du canton. Dans ce dernier cas, il y aura des informations et des documents supplémentaires qui seront demandés et qu'il faudra fournir à la demande de permis de construire. Si votre projet est de grande importance, je vous conseille fortement de vous joindre les services d'un architecte qui pourra vous accompagner dans tout ça, vous aider aussi à sélectionner des mandataires et des entreprises adaptées, et puis qui pourra vous décharger de la gestion de la demande d'autorisation et de la demande de subvention notamment. La troisième étape, une fois qu'on a demandé l'autorisation,
qu'on a déposé l'autorisation, c'est de faire la demande de subvention. Donc la demande de subvention, elle devrait être déposée sur le portail du programme bâtiment, dont le lien sera mis en fin de présentation. Voilà, il ne faut pas oublier de joindre les annexes requises en fonction du type de subvention qui est demandé. C'est bien détaillé sur le portail. Et puis, en plus des subventions cantonales, renseignez-vous également au sujet des autres aides et subventions qui seraient potentiellement allouées par votre commune. Je dirais 2 indications importantes. C'est qu'il faut déposer la demande de subvention sans tarder. D'une part, parce que les aides financières en fait, sont limitées. Il y a un budget qui est disponible pour l'année en cours. Et une fois que ce budget est épuisé, voilà, il n'y a plus d'aides financières qui sont délivrées pour l'année. Et puis, il faut déposer la demande de subvention le plus tôt possible parce qu'on ne peut pas commencer les travaux, ou en tout cas, aucune subvention ne peut être octroyée si les travaux ont déjà débuté. La 4e étape, donc, c'est l'attente de la décision d'octroi de cette subvention. Donc, vous ne pouvez pas mandater les entreprises et commencer les travaux tant que la demande de subvention ne vous a pas été approuvée. Et il faut vraiment impérativement respecter cette étape, puisqu'on peut revenir vers vous pour des informations complémentaires. Et si vous avez déjà commencé les travaux, la demande de subvention sera caduque. Donc il faudra être patient. Et la 5e étape, voilà, c'est qu'une fois que la décision, vous avez reçu la décision d'octroi de la subvention, vous pouvez passer à l'exécution des travaux. Donc il faudra bien vous assurer que les travaux correspondent au devis ainsi qu'aux conditions d'octroi de la subvention. Et puis en fonction de l'ampleur du chantier, il sera important de vous faire accompagner par un maître d'œuvre qui pourra coordonner les différents corps de métier et assurer le suivi du chantier. Si vous avez contractualisé avec un architecte, la direction de travaux fait partie intégrale de son mandat. C'est lui qui supervisera les travaux. Et puis la dernière étape, c'est l'annonce de fin de travaux. Donc vous devrez à nouveau vous rendre sur le portail Programme Bâtiment et remplir l'avis de fin de travaux. Il y aura des documents annexes qui pourront vous être demandés, qu'il faudra joindre sur ce portail. Et une fois que le dossier aura été vérifié, la subvention vous sera versée à ce moment-là. Donc ça peut prendre plusieurs mois et donc ça ne sera pas immédiat après la fin des travaux. Et puis, voilà, une astuce, c'est de garder, c'est que les travaux de rénovation énergétique, les travaux d'amélioration énergétique sont déductibles des impôts. Donc, il faut soigneusement garder tous les justificatifs pour les faire valoir lors de votre prochaine déclaration fiscale. Parfait. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces explications. Nous allons passer maintenant au financement de ces travaux. Comme cela a été mentionné juste avant, les subventions sont traitées à la fin du chantier et même versées des mois après la réalisation. Donc vous devrez être en mesure de financer tous les travaux avant de recevoir les subventions. Pour ceci, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez l'épargne, vous avez des fonds propres nécessaires, vous n'avez pas besoin de passer par un financement hypothécaire. Dans ce cas-là, vous payez les travaux directement avec vos fonds propres. Soit vous avez besoin de l'appui d'un établissement financier pour obtenir les fonds nécessaires au financement des travaux. Donc là, on va surtout se concentrer sur cette 2e phase. En effet, ce qui est important lorsqu'on demande une augmentation d'hypothèque pour travaux, l'établissement financier va faire une analyse financière complète de votre dossier comme pour un achat. Donc on est vraiment dans les mêmes documents à fournir à ce niveau-là. En premier lieu,
Il y aura une nouvelle expertise de votre bien qui sera faite en tenant compte des travaux à réaliser sur la base des devis en votre possession. Ainsi, une nouvelle valeur de votre bien sera déterminée et utilisée pour les calculs de viabilité. Ensuite, en fonction de cette nouvelle valeur et de votre dette déjà existante, du ratio charge-revenu, il sera alors déterminé si l'entier des travaux peuvent être financés par une augmentation hypothécaire ou si des fonds propres complémentaires devront être injectés. Je tiens à préciser qu'il n'est pas tenu compte des subventions futures à recevoir pour parfaire le financement. En effet, comme on l'a dit juste avant, les subventions étant versées des mois après la fin des travaux, l'établissement financier devra s'assurer que tous les maîtres d'État seront payés en temps et en heure dès la fin du chantier. En cas d'augmentation de votre financement hypothécaire, il faut aussi prêter attention au montant de votre cédule hypothécaire. La cédule hypothécaire étant donc le papier valeur qui est là pour garantir votre financement. Si votre cédule hypothécaire est d'un montant suffisant, il n'y aura pas de souci pour faire l'augmentation à ce niveau-là. Par contre, si elle n'est pas suffisante, vous devrez prendre rendez-vous chez le notaire afin de la faire augmenter. Pour prendre les choses un peu plus concrètement, un petit exemple imagé sur l'octroi d'un financement pour des travaux de rénovation. Dans cette mise en situation, nous partons du principe que vous souhaitez que l'entier des travaux soit financé par une augmentation hypothécaire. Dans l'exemple, nos clients ont acquis un bien il y a 20 ans d'une valeur de 500 000 francs. Ils avaient alors fait une dette de 400 000 francs, soit 80% de la valeur du bien. L'amortissement s'est fait de manière indirecte durant toutes ces années. Aujourd'hui, nos clients souhaitent faire des travaux de l'ordre de 100 000 francs pour rénover leur bien. Donc, première chose, comme je l'ai dit avant, l'établissement financier estime la nouvelle valeur du bien après travaux et avec une valeur de marché à aujourd'hui. Donc, nous sommes partis de l'hypothèse où la valeur actualisée passait à 1 million. Donc, dans les calculs, on va s'arrêter sur cette valeur de 1 million, la dette existante de 400 000 francs, auxquels s'ajouteront donc les travaux de 100 000 francs. Donc, nous serons sur une dette globale de 500 000 francs à faire valoir pour cette décision d'octroi de financement hypothécaire. Dans cet exemple, avec un bien qui vaut 1 million et une dette de 500 000 francs, comme ça représente 50% de la valeur du bien, il n'y aurait plus d'amortissement contractuellement exigé. Donc, on ne va pas tenir compte d'un amortissement dans le calcul de viabilité, donc dans le calcul de tenue des charges. Le calcul de tenue des charges, il est fait de la manière suivante. On va calculer des intérêts hypothécaires avec un taux historique de 5% du montant de la dette. Donc, dans l'exemple, 5% de 500 000 francs égale 25 000 francs. On va calculer des frais d'entretien sur la valeur de l'immeuble, donc sur la nouvelle valeur de l'immeuble qui a été retenue de 1 million. Donc 1% de 1 million, c'est 10 000 francs de frais d'entretien. On arrive donc à un total de charges théoriques de 35 000 francs qui doivent être couvertes par le revenu. Et ce ratio donc, entre les charges et le revenu ne doit pas excéder 33%. Donc dans cet exemple, le revenu minimum nécessaire serait de 106 000 francs afin de pouvoir valider cette tenue des charges. Quelle solution nous avons à Retraite Populaire pour les financements hypothécaires? Il faut savoir que nous avons des solutions, nous faisons du prêt hypothécaire et nous avons de nombreux avantages, dont le premier qui est de ne pas avoir de frais de dossier. Donc nous n'avons effectivement pas de frais de dossier pour l'étude de vos demandes ni lors de renouvellement de financement. Également, nous ne pratiquons pas de forward, donc c'est-à-dire nous ne majorons pas un taux qui est réservé 12 mois à l'avance. Donc ça, c'est aussi un avantage de ne pas avoir à payer un surcoût par rapport au taux 12 mois à l'avance. En cas de vente du bien, s'il s'agit de la résidence principale ou de la résidence secondaire, Retraite Populaire ne facture pas de pénalité. Il n'y a donc pas d'indemnité à payer si on casse un taux fixe du moment qu'on vend un bien qui est une résidence principale ou une résidence secondaire. Également avantageux pour les personnes retraitées ou proches de la retraite,
Comme on l'a vu avant, dans le calcul ratio charge-revenu, on l'arrête à 33% pour être dans les normes, selon la FINMA. Mais pour les personnes retraitées, on accepte de monter ce taux jusqu'à 40% de tenue des charges. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant quand on doit étudier une demande de financement hypothécaire. Au niveau de nos taux d'intérêt, donc nos taux d'intérêt sont publiés sur notre site internet. Ils sont mis à jour tous les lundis. Et ensuite, par rapport à ce taux, il peut varier de plus ou moins 0,15, 0,2% en fonction de quelques critères précis. Donc, nous ne fonctionnons pas avec un rating comme dans les banques. Nous avons certains critères qui permettent d'adapter le taux que nous affichons sur Internet. Après, ça permet effectivement d'étudier chaque dossier et puis de pouvoir trouver la meilleure solution pour nos clients. Depuis l'année passée, nous avons lancé ce que nous appelons l'hypothèque verte. Donc, ceci est un rabais quelque part au niveau du taux en fonction de nouveau de quelques critères qui sont donc en lien avec une transition énergétique favorable. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette réduction de taux qui est de 0,2%, nous allons avoir soit deux critères principaux, soit que les personnes soient en possession d'un certificat énergétique CECB qui est une note globale A, B ou C, mais également si les personnes viennent vers nous pour financer les travaux qui sont destinés à justement améliorer cette efficience énergétique, à ce moment-là, nous pourrons également adapter le taux avec cette offre hypothèque verte. Ce qu'il faut retenir de notre entretien d'aujourd'hui et de ce webinaire, c'est de se faire accompagner par des professionnels dès le début du projet, de demander plusieurs devis pour pouvoir comparer les différentes offres, s'assurer auprès de la commune s'il y a lieu de faire une mise à l'enquête ou si une mise à l'enquête simplifiée est possible. Également, selon l'ampleur des travaux, selon ce que vous envisagez de faire, de se faire entourer par un maître d'ouvrage pour assurer vraiment ce suivi du chantier et de pouvoir vous aider et vous épauler dans les différentes démarches. De plus, on vous conseille également de prévoir une réserve dans vos calculs pour les divers et imprévus afin d'éviter les mauvaises surprises au niveau du budget lors de ces travaux. Vous avez ici quelques liens utiles pour pouvoir justement accéder à ces différents éléments, tant sur le programme de subvention des bâtiments du canton de Vaud, également un lien par rapport au certificat CECB, et puis un lien direct sur notre site internet concernant nos prêts hypothécaires. Nous allons donc maintenant passer à la partie questions. J'espère que tu es prêt, Aurélien? Oui, il y a une question sur les statistiques pour savoir si elles sont suisses ou vaudoises. Alors, les statistiques que j'ai données sont suisses, mais en fait, le parc vaudois est assez uniforme par rapport au parc moyen suisse. Et donc, globalement, les statistiques sont les mêmes entre canton de Vaud et statistiques suisses complètes, notamment sur la part des énergies fossiles. Merci Aurélien. Je vois que j'ai une autre question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer vers qui il faut se tourner pour demander des subventions pour une rénovation? Alors, il faut aller sur cette plateforme Programme Bâtiment, qui est la plateforme de subvention cantonale. Et dans ces cas-là, vous pouvez, en fonction des types de travaux que vous allez faire, vous allez avoir tout le catalogue de subventions disponibles. Et puis, la plateforme détaille en fait toutes les démarches qui doivent être faites pour demander ces subventions. Vous pouvez également vous adresser à votre commune, puisqu'en général, les communes donnent des subventions supplémentaires par rapport aux subventions cantonales délivrées par le programme bâtiment. Voilà, ce sont les deux, on va dire, les deux acteurs vers lesquels vous pouvez vous tourner pour demander des subventions. Super, merci Aurélien. Je vais voir s'il y a encore une question. N'hésitez pas, nous sommes volontiers à disposition.
Pour l'instant, je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, je crois qu'il n'y a plus de questions pour le moment, donc il faut croire que nous avons été très clairs, Aurélien. Il me reste donc plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, nous restons très volontiers à disposition. Vous aurez toutes nos coordonnées. Merci beaucoup, merci Aurélien et belle journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.